Alors, avant de parler de l'épreuve connaissance des aliments, la première question qu'on va se poser, c'est à quoi ça sert dans le métier de diététicien, puisque c'est en fait parce que ça sert à quelque chose dans le métier de diététicien qu'on est censé le travailler. Alors, c'est une matière qu'en général on adore ou qu'on hait, mais souvent on ne se pose pas la question de l'objectif recherché avec son apprentissage. Donc, avant de commencer, je vais prendre une précaution quand même pour les gens qui sont anxieux. Ce que je vais développer ce soir dans un premier temps, c'est ce que vous devrez maîtriser au fur et à mesure des années pour exercer correctement votre métier. Donc pour l'examen, et puis on y reviendra tout à l'heure, on vous demandera des connaissances simplifiées, donc pas de panique. Donc pour parler de la connaissance des aliments, comme j'ai dit, on va revenir au métier de diététicien et se demander quel est son rôle. Donc le diététicien, on est d'accord, c'est un expert de la nutrition et de l'alimentation qui doit donc conseiller, éduquer et accompagner des personnes qui ont des profils variés. Donc il y a des enfants, des sportifs, des personnes âgées ou alors des personnes qui sont atteintes de pathologies spécifiques. Mais pour pouvoir accompagner ces personnes, encore faut-il être capable de commencer par analyser l'alimentation des personnes qu'on a en face de soi. Et ce, tant au niveau macronutritionnel, c'est-à-dire les protéines, lipides et glucides, mais également au niveau micronutritionnel, c'est-à-dire les vitamines et les minéraux. En effet, notre organisme, ça vous le savez sans doute tous, a besoin de calories, donc d'énergie pour remplir ses fonctions, mais aucun métabolisme ne pourrait fonctionner sans les vitamines et sans les minéraux. Alors, on va prendre quand même quelques exemples, et comme exemple, on va prendre des molécules que vous allez croiser en permanence pendant votre parcours pour illustrer ce qu'on vient de dire. Donc, ceux qui ont commencé la biochimie ont déjà dû commencer à entendre parler de Na+ et NADH, qu'on peut donc comparer à des petites navettes. Et NAD+ et NADH sont essentiels dans les métabolismes énergétiques. Donc NAD+, c'est un peu comme une navette vide qui est prête à recueillir l'énergie sous forme d'électrons. Et puis, une fois chargée, elle devient NADH, donc une navette qui est pleine d'énergie. Donc NAD+ et NADH vont servir à recueillir et à transporter l'énergie qui est produite par les métabolismes. Et donc, s'il n'y a pas ces deux molécules, tout s'arrête. Eh bien, NAD+ et NADH sont formés à partir de la vitamine B3. Donc, ça veut dire que si on a un déficit en vitamine B3, ça engendre obligatoirement un ralentissement des métabolismes et donc une grande fatigue. Alors, heureusement, de la B3, il y en a dans énormément d'aliments bruts, mais alors malheureusement, il y en a très peu dans les aliments ultra transformés et il y a de plus en plus de gens qui ne mangent presque qu'exclusivement des aliments ultra transformés. Bon, notre corps est quand même capable de synthétiser un petit peu de B3 à partir du tryptophane, qui est un acide aminé. Mais si le corps utilise le tryptophane pour synthétiser de la B3, alors on aura un manque de sérotonine et donc des troubles du sommeil, des envies de sucre, des sensations d'anxiété, etc. Bon, ça, c'est pour la première molécule. Donc, on voit qu'on a besoin de savoir d'où vient la B3, en fait. Si on prend l'ATP, alors là, celle-là, elle est aussi très importante puisque c'est la réserve d'énergie de l'organisme. On pourrait représenter l'ATP comme une espèce de petite pile que l'organisme casse chaque fois qu'il a besoin d'énergie. Donc, par exemple, pour qu'un muscle se contracte, il y a un besoin d'ATP, donc on en utilise en fait toute la journée. Et cet ATP est produit lors des métabolismes énergétiques. Alors, pour synthétiser de l'ATP, on a besoin de quoi? De vitamines B1, B5 et B7. Alors, grâce à la connaissance des aliments, on va pouvoir comparer les besoins avec les sources. Par exemple, les besoins en vitamine B1 sont d'1,5 mg par exemple pour les hommes. Et quand vous travaillez votre connaissance des aliments, vous allez savoir que la source principale de la B1, c'est le porc et qu'il en contient à peu près 1 mg pour 100 grammes. Vous saurez aussi que les céréales complètes, elles en contiennent 0,5 mg pour 100 grammes et les légumineuses presque rien puisque c'est 0,1 mg pour 100 grammes. Donc on voit bien qu'en connaissant les aliments et en regardant ce que mangent vos patients, vous allez savoir en fait où sont potentiellement les déficits. Je reprends l'autre exemple, la B5. Les besoins, ils sont de 5 mg et la source principale, c'est le foie de volaille, le poulet. La teneur du poulet, elle est de 6 mg pour 100 grammes.
Donc, si on mange 100 grammes de foie de poulet, eh ben, il y a pas de souci, on a couvert ses besoins. Par contre, pour les œufs, on n'est plus qu'à 1,5 mg et pour la viande, à 1 mg. Et si on prend les légumineuses, c'est plus que 0,5 mg. Donc, en fonction de la manière dont l'alimentation est répartie chez la personne, eh ben, bien évidemment, vous allez savoir où se trouvent potentiellement les problèmes. Donc, quand on regarde les aliments, enfin, quand on regarde par exemple les comparaisons qu'on avait vues tout de suite, hein, on voit bien qu'une consommation excessive d'aliments ultra transformés ou sans abat ou strictement végétalienne ou végétarienne va poser des problèmes sur la synthèse en fait de l'ATP ou de NADH, NADH+. Ces déficits vont donc provoquer des symptômes qu'il va falloir que vous traitiez. Donc, pour savoir si une personne va présenter des déficits nutritionnels, ben, en fait, il n'y a qu'une seule solution, c'est analyser l'alimentation à la lumière de ce que contiennent les aliments. Contrairement à ce que certains soi-disant micronutritionnistes essayent de faire passer comme message en faisant croire qu'on pourrait faire des analyses à partir de tests et de prélèvements variés et divers. L'alimentation, elle est une. On ne mange pas des macronutriments et des calories, on mange des macros et des micronutriments qui, ensemble, vont donc permettre à l'organisme de fonctionner. Donc, si on veut rééquilibrer une alimentation et qu'on ne s'appuie que sur les protéines, lipides et glucides, et donc sur les calories, bah, ça nous mène droit à l'échec, hein. Et ça fait que beaucoup de diététiciens, quand ils ne prennent pas en compte ce paramètre, bah, sont considérés comme des amaigrissologues, parce que du coup, ils ne peuvent plus travailler que sur la perte de poids, puisqu'ils ne travaillent que sur les calories, et ils ne sont pas considérés comme des professionnels de l'alimentation. Et bien entendu, ils ne peuvent pas obtenir des résultats satisfaisants pour lutter contre les fatigues, les divers symptômes qui sont liés à des déficits micronutritionnels. Voilà. Alors, pourquoi je dis que les tests ne peuvent pas fonctionner dans un premier temps? Donc, pour ceux qui sont en première année, vous ne savez sans doute pas encore très bien, mais pour les deuxièmes années, j'imagine que vous commencez à en prendre conscience. Avec la formation en biochimie et en physiologie, vous allez petit à petit comprendre que le corps compense en permanence. Donc, le corps, c'est vraiment une machine extraordinaire. Et avec ce qu'on appelle l'homéostasie, les déficits sont à peu près tous palliés dans un premier temps par l'organisme. On va prendre un exemple. On va reprendre le calcium. Il est absolument nécessaire pour que votre cœur assure ses battements cardiaques, puisque le cœur est un muscle et que les muscles fonctionnent grâce au calcium. Si vous ne mangez pas du tout de calcium, parce que vous considérez que les produits laitiers, c'est mal, on entend ça souvent, et que vous ne compensez pas vos besoins en calcium par d'autres sources, forcément, qu'est-ce qui va se passer? Votre corps va aller chercher du calcium dans ses réserves, c'est-à-dire dans vos os et dans vos cartilages. Donc, dans un premier temps, vous pouvez faire autant de tests sanguins et autant de calcémie que vous voulez. Aussi précis qu'ils soient, ils ne pourront pas mettre en évidence ce déficit. C'est beaucoup plus tard, en fait, lorsqu'on sera arrivé à un stade critique, donc par exemple, quand l'ostéoporose sera presque déclarée, on pourra repérer des anomalies. Par contre, très rapidement, si on analyse l'alimentation, donc si on a de bonnes bases en connaissance des aliments, eh bien, on est capable de faire un diagnostic et de proposer des solutions, soit alimentaires, soit à base de compléments, s'il n'y a pas d'autres solutions. Le diététicien, c'est donc le spécialiste du diagnostic précoce et de la prévention. Alors, on revient maintenant à la connaissance des aliments et à son intérêt dans la mise en œuvre des diagnostics en fait macro et micro. On va, dans un premier temps, partir un peu dans le domaine de l'imaginaire, histoire que vous compreniez bien ce qu'est la connaissance des aliments. Imaginons donc que vous soyez enlevé par une puissance ennemie et que vous soyez chargé de nourrir un extraterrestre pendant plusieurs mois. Et que votre survie à vous dépende de sa survie à lui en bonne santé. Alors par chance, cet extraterrestre, il mange les mêmes macros et micronutriments que nous. On va dire que seules les quantités sont différentes. Mais comme vous êtes diététicien, ce n'est pas un problème pour vous d'ajuster. Il se trouve en plus que vous n'avez pas d'aliments à votre disposition, que vos geôliers ne vous fournissent que des compléments alimentaires. Pas de chance, mais bon, à la guerre comme à la guerre. Alors, il me semble assez évident, parce que vous tenez sans doute à votre tête, que vous prendriez le temps de lire les étiquettes et les compositions des compléments que vous lui transmettriez pour le nourrir. Chaque jour, vous vous débrouilleriez pour atteindre un équilibre nutritionnel adéquat, tant au niveau des macronutriments qu'au niveau des micronutriments. On peut aussi imaginer que vos geôliers aient prévu de vous faire d'autres tâches, donc par conséquent, il faudrait aller assez vite et être efficace pour préparer les repas de votre extraterrestre.
Alors, au bout d'un moment, ben, vous finiriez par connaître la composition de chaque boîte pour pouvoir dégager du temps et ne pas passer des journées entières à lire le contenu de vos étiquettes et à faire des calculs pour ajuster votre ration aux besoins de votre extraterrestre. Eh bien, la connaissance des aliments, ben, c'est exactement la même chose. Quand on veut conseiller des gens sur la nutrition, on doit savoir ce qu'on leur donne. Chaque aliment, en fait, on pourrait le comparer à un complément alimentaire avec une étiquette qui lui est propre. Donc cette étiquette, elle contient des macronutriments. Donc par exemple, un poivron rouge contient 1 gramme de protéines et 6 grammes de glucides pour 100 grammes, et puis il a 2 grammes de fibres, mais il contient également des micronutriments dont je vous rappelle qu'on ne peut pas se passer. Donc dans le poivron, bah, il y a 7000 microgrammes de caroténoïdes, donc de la vitamine A, il y a 144 milligrammes de vitamine C, et donc on sait par exemple pour la vitamine C que un poivron, enfin 100 grammes de poivron vont couvrir l'ensemble des besoins sur une journée pour cette vitamine. Donc, connaître précisément les aliments, ça permet d'analyser correctement l'alimentation de vos patients et donc pas seulement en calories. En regardant ce que les gens mangent, vous serez capable de repérer les déséquilibres et les déficits macro et micro avant qu'ils n'aient un impact sur la santé des gens. Par exemple, on peut dire que quelqu'un qui ne mange pas de produits laitiers, ben, on est à peu près sûr qu'il va avoir en fait un déficit en calcium, hein. Et donc, on va chercher comment pallier à ce problème. Alors, soit on va le convaincre de modifier ses habitudes, soit on va compenser avec des eaux calciques. Bah, donc, là encore, connaissance des aliments, hein, il faut connaître les eaux qui sont calciques. Soit on va utiliser d'autres aliments, comme certains types d'algues ou des crevettes entières séchées, par exemple, ou alors on va utiliser des compléments alimentaires. Un autre exemple, si quelqu'un ne mange pas de viande ni de poisson, on va immédiatement penser au déficit en B12, puisque seuls ces produits en contiennent suffisamment, et donc on va prendre des mesures adaptées. Donc il vaut mieux avoir appris en connaissance des aliments dans quels aliments on trouvait de la B12, hein, parce que si vous ne savez pas où ça se trouve, si vous pensez que dans les légumineuses il y a de la B12, ben vous allez dire n'importe quoi à vos clients en fait. Donc, pour pouvoir faire ça, il faut connaître parfaitement la composition des aliments. Alors, au départ, c'est un peu fastidieux, mais prétendre en fait faire de la nutrition sans maîtriser la composition des aliments, bah, c'est un doux rêve, hein. Vous vous apercevrez qu'avec le temps, c'est une matière pour laquelle vous allez prendre de plus en plus de plaisir à travailler si vous aimez la nutrition, puisque c'est ça qui vous permettra de devenir un spécialiste en nutrition. Alors ensuite, toujours dans cette matière, une fois que vous connaissez les aliments, bah, vous devez être capable de comprendre l'impact qu'ont les technologies sur ces derniers. Bah, en effet, si votre poivron, en fait, il est cuit à la poêle ou il est cuit à l'eau, s'il est mis dans un frigo, s'il est mis dans un congélateur ou s'il est stocké au sec ou à l'humidité, bah, forcément, sa composition va évoluer. Vous devez donc être capable de savoir comment votre étiquette de départ va changer, et ce, afin de vous adapter aux besoins et puis aussi aux pathologies éventuelles de vos clients. Si on reprend notre poivron, par exemple, il contient du potassium. Or, par exemple, dans le cas d'une pathologie rénale, on veut limiter les apports en potassium parce que les reins de la personne dysfonctionnent. Du coup, plutôt que de faire manger ce poivron cru à notre patient, on va plutôt appliquer des techniques qui vont nous permettre d'éliminer une bonne partie de ce minéral. Donc, par exemple, on va tremper dans plusieurs eaux successives et puis on va faire bouillir notre légume. Donc, en conclusion, là, on peut dire que la connaissance des aliments, bah, c'est bien plus qu'une simple liste de ce qu'on trouve dans nos assiettes, hein. Ça vous permet de répondre aux questions suivantes. Donc, quels sont les nutriments contenus dans chaque aliment et par conséquent dans l'alimentation de vos patients? Donc, les protéines, les glucides, les lipides, les vitamines et les minéraux. Quel est l'impact des choix alimentaires de vos patients sur leur santé? Donc, quels sont leurs éventuels déficits? Comment optimiser les résultats sportifs? Comment améliorer le vieillissement? C'est également savoir comment les aliments interagissent avec des pathologies spécifiques. Donc, comment on va adapter l'alimentation dans le cas d'une pathologie rénale ou d'intolérance au gluten ou de troubles métaboliques. Et puis, quelles sont les transformations culinaires, c'est-à-dire quels sont les impacts, pardon. Donc, la cuisson, la conservation ou les associations alimentaires vont influencer les propriétés nutritionnelles. Alors, ensuite, mais ça c'est pour l'examen, toujours dans cette matière, hein, on va associer à chaque aliment non seulement ses propriétés, mais également les altérations qu'il peut subir. Parce qu'en effet,
Manger, ça a normalement pour objectif d'être et de rester en bonne santé. Mais on veut aussi éviter, tant qu'à faire, de tomber malade. Alors, la nature n'est pas toujours notre amie et donc il y a de nombreux dangers qui nous guettent. Et le diététicien doit savoir quels sont ces dangers et comment les prévenir, notamment quand il prend en charge des groupes de personnes ou des individus qui sont plus fragiles. Donc la microbiologie est fondamentale dans cette épreuve et il va falloir associer à chaque classe d'aliments les micro-organismes et les toxiques potentiels que ces classes d'aliments peuvent contenir. Donc vous voyez bien que cette connaissance des aliments, c'est vraiment le socle de notre métier. Quelqu'un qui ne maîtrise pas correctement les différents aspects de cette matière, il ne peut pas prétendre à être capable d'analyser une alimentation ou de faire un diagnostic. Alors, moi, je trouve que ça devrait vous rassurer, parce que sur le marché, il y a de nombreux soi-disant micronutritionnistes ou naturopathes qui font de la soi-disant micronutrition, mais qui n'ont absolument aucune idée de ce qui compose un aliment. Et donc, ce qu'ils font, c'est du blabla, voire même pire. Alors, évidemment, vous n'allez pas tout savoir d'un coup. C'est au fur et à mesure des années que vous saurez de mieux en mieux ce que contiennent les aliments, comment on peut les compenser entre eux et quels compléments on peut ajouter si nécessaire. Parce que c'est un travail immense et sans fin finalement. Mais donc au départ, pour l'examen, il va vous suffire en fait de travailler la fameuse table de composition, donc qui reprend les grandes catégories d'aliments. Et ça tombe bien, parce que cette table de composition, vous devez aussi la connaître pour faire vos rations. Vous devrez bien entendu connaître les macros, enfin toutes les macros, le calcium, le fer et la vitamine C en général, pour chacune de ces catégories. Et puis, vous allez quand même aller un peu plus loin en travaillant sur une ou deux sous-catégories par classe. Par exemple, si on prend les viandes, il faut aller un petit peu plus loin que la viande moyenne. C'est bien de connaître également, pour la connaissance des aliments, la différence entre une viande rouge et une viande blanche et les abats parce que leur rapport en protéines est différent, les apports en fer aussi, et puis c'est encore mieux si vous savez qu'il y a seulement le porc qui est en fait une source de vitamine B1 significative en fait, parce que dans le bœuf par exemple on ne trouve pas de vitamine B1. Donc pour les poissons, c'est la même chose. Les poissons gras et les poissons maigres, ils sont quand même un petit peu différents. Donc connaître effectivement les poissons en moyenne, c'est bien, mais enfin, connaître la différence entre un poisson gras et un poisson maigre, c'est quand même mieux. Les poissons gras contiennent des oméga 3, ce n'est pas le cas des poissons maigres. Et donc, pour apporter des aliments qui couvrent l'ensemble des besoins à vos patients, vous êtes bien obligé de savoir ça. Alors, comment apprendre? C'est pas la peine d'essayer de vous forcer. Ça sert à rien de regarder des tableaux droit dans les yeux toute la journée pour essayer de les retenir. Imprimez ces tableaux, mettez-les sur vos frigos, et puis chaque fois que vous faites des courses ou que vous faites à manger, regardez vos compositions et regardez aussi les quantités que vous utilisez. Par exemple, connaître la composition des amandes pour 100 grammes, c'est bien, on va pas se plaindre, mais on se rappelle quand on analyse une alimentation qu'on n'en mange normalement que 30 grammes et pas 100 grammes. Et donc que les apports en minéraux et vitamines correspondent à ces 30 grammes. Je reprends un autre exemple. Pour le miel, je vous ai fait une capture d'écran du miel dans le SQL. Donc le SQL, c'est la table à laquelle vous devez vous référer quand même très régulièrement, histoire de voir ce qui compose les aliments. Et donc vous voyez ici les chiffres pour 100 grammes de miel. Mais bien évidemment, vos patients sont censés en manger au maximum 15 ou 20 grammes. Donc si on prend, et encore à condition qu'ils ne mangent pas de sucre, donc si on prend le magnésium par exemple, on sait on a besoin d'environ 400 mg par jour. Donc on voit bien qu'avec 20 grammes de miel, on va apporter 0,8 mg en fait de magnésium. Donc on est très loin quand même de couvrir les besoins quotidiens. Donc ça vous permettra également de déceler certaines aberrations qu'on peut lire sur des articles sur Internet. C'est pour ça aussi qu'il faut vraiment apprendre à les manipuler, ces aliments. Donc, au fur et à mesure, en faisant ce travail-là, vous allez pouvoir maîtriser les aliments et donc savoir analyser l'alimentation de vos patients, en fait, et être capable d'anticiper les déficits avant qu'ils ne deviennent des carences et puis des pathologies. Donc, vraiment, prenez le temps de manipuler chaque jour les aliments en vous demandant ce qu'ils contiennent. Plus vous ferez ce travail-là, plus votre table de composition, non seulement vous l'apprendrez facilement, mais elle aura du sens pour vous. Parce que les chiffres tout seuls, ils n'ont absolument aucun sens. Vouloir apprendre des lignes à la queue leu leu en se disant
allez, dans la viande, il y a 18 et 18-10 et puis rien d'autre. Ça veut dire quoi 18-10 en fait? Donc il faut, en plus, en les manipulant, vous prendrez conscience de la différence, par exemple, entre les aliments crus et les aliments cuits. Donc ça aussi, ça va avoir une importance après sur les diagnostics que vous aurez à mettre en place.